Bonjour, la notion de ville intelligente rentre largement dans nos vies aujourd'hui. Savez-vous quelles sont les problématiques qui sont traitées au niveau d'une intercommunalité? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle édition de cette série Ville intelligente. Bonjour à tous. Dans les premiers épisodes de cette série, Ville intelligente, de la collection Sciences et Société, nous avons établi les bases des villes intelligentes, les enjeux, les avantages, limites, et nous avons commencé à nous interroger sur le rôle des acteurs des villes intelligentes et des missions qu'ils peuvent porter à différents niveaux d'échelle du territoire. Nous avons, dans le dernier épisode, discuté avec quelqu'un de la région Réunion qui nous a montré les problématiques du niveau régional. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger avec un membre d'une intercommunalité, la CINOR, et de voir quelles sont les problématiques qui vont être traitées à un niveau d'intercommunal, donc à un niveau d'échelle un peu plus réduit sur le territoire, et de comprendre quelles sont les problématiques qui relèvent de ce niveau-là. Pour cela, j'ai invité Jean-Laurent qui va nous parler de sa mission à la CINOR. Bonjour Rémi, Jean-Laurent Kamlandia, chargé d'opération développement durable à la CINOR. La CINOR est une intercommunalité composée de 3 communes membres, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne. Et comme on peut le voir sur la diapo, elle est composée d'environ 200 000 habitants pour une superficie d'environ 290 km². Alors, la CINOR, c'est, je crois, une EPCI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est qu'une EPCI et quelles sont ses missions? D'accord. EPCI, c'est établissement public de coopération intercommunale. La CINOR est composée de différentes compétences un peu plus larges que les communes et interagit sur un territoire un peu plus grand. D'accord. Je suppose que à ce niveau d'échelle, il y a une stratégie qui est mise en œuvre, qu'il y a une organisation assez rigoureuse de l'ensemble des problématiques qu'une intercommunalité va couvrir. Est-ce que vous pouvez nous faire part de sa stratégie qui est posée au niveau de la CINOR? D'accord. Moi, à mon niveau, je m'occupe principalement du plan climat, air, énergie territorial. Document qui est devenu obligatoire pour les EPCI depuis 2018. Et ce document, c'est le plan climat, air, énergie territorial, composé de 2 objectifs: s'adapter au changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Du coup, dans le cadre de mes missions, je dois favoriser l'éco-exemplarité de la collectivité, sur l'ensemble des thématiques du développement durable, et fédérer et accompagner l'ensemble des acteurs de la transition. Les acteurs de la transition qui peuvent être nos communes membres, les différentes personnes du monde économique et associatif, les citoyens et toute instance composant le territoire nord. D'accord, ce document, il est établi pour toutes les intercommunalités d'une région. Donc en fait, chacune a le même document à réaliser. Ce document vous fait travailler sur des aspects concrets, je suppose, donc avec un ensemble problématique. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu les problématiques sur lesquelles porte ce document? Le PCAET va aller toucher l'ensemble des compétences de la collectivité, mais pas que, on va dire même l'ensemble des compétences existantes sur le territoire nord, avec dans le but d'aller toujours vers la transition énergétique et écologique. Pour en citer quelques-unes, on a par exemple la compétence mobilité, la compétence eau potable et assainissement des eaux, ou encore la compétence gestion des déchets, sur lesquelles on doit travailler. Donc en fait, c'est les grands aménagements du territoire qui dépassent finalement l'échelle de la commune et sur lesquels vous avez la compétence. Tout à fait. Donc on peut peut-être dérouler un petit peu différents exemples en commençant peut-être la mobilité, qui est un sujet assez d'actualité sur la Réunion, qui rentre dans tous les médias assez régulièrement. Et puis on sait que la compétence mobilité, tous les réseaux bus sont gérés au niveau de la CINOR. Donc peut-être que effectivement vous pouvez nous montrer de manière assez concrète comment ces aspects interviennent, et peut-être nous faire le lien avec les aspects ville intelligente.
sur les différents exemples que vous nous montrez. Donc, au niveau de la compétence mobilité, on va s'occuper de tout ce qui est transport en commun, donc comme précisé précédemment, mais également très nouvellement du téléphérique du territoire nord. Et là, on va faire le lien avec la ville intelligente, c'est au niveau de la remontée de données. Donc, par exemple, sur la fréquentation des personnes empruntant les transports en commun, ou encore l'usage de bornes pour véhicules électriques qu'on peut avoir sur le territoire. D'accord. Donc en fait, vous avez dû sans doute créer de nouvelles compétences pour gérer ces nouvelles données. Comment ça se passe? Comment finalement, dans la mobilité, vous êtes directement à gérer ces informations-là au sein de la CINOR, ou bien vous faites appel à des compétences extérieures? Donc, tout d'abord, il a fallu déterminer le besoin pour intégrer, on va dire, ces nouvelles problématiques de ville intelligente au niveau de la collectivité. Une fois que ce besoin est suffisamment défini, on s'appuie sur nos délégataires, donc délégataires qui va s'occuper du service public en lien avec la collectivité. Et souvent, c'est eux qui ont les compétences directement en termes informatiques ou autres pour la gestion de ces données. Donc, gestion de ces données qui sont ensuite remontées à l'Interco et qui alimentent nos plans stratégiques pour définir de nouvelles stratégies par la suite. Merci. Je vais vous proposer de continuer, de dérouler peut-être les différentes compétences et de voir des exemples sur différents champs de compétences. Donc, on a par exemple la thématique énergie qui est toute nouvelle dans la collectivité, arrivée en même temps que le PCAET. Et là, on peut faire le lien avec les villes intelligentes, c'est au niveau des suivis des consommations d'énergie sur le patrimoine ou de production d'énergie verte via panneaux photovoltaïques. Nous avons une remontée de données qui nous permettent de connaître combien on consomme, combien on produit et d'ajuster ensuite notre patrimoine et notre consommation d'énergie. Donc la CINOR est aussi un producteur d'énergie. Tout à fait, sur certains de nos bâtiments. Ouais. Donc c'est une nouvelle stratégie effectivement mise en place sur l'ensemble des bâtiments qu'elle gère, c'est ça? Donc on agit aujourd'hui principalement sur notre patrimoine. Donc on va venir équiper de capteurs et travailler en télégestion sur certains équipements électriques pour un pilotage optimisé. Et à terme, ce serait pouvoir accompagner nos communes membres, emboîter le pas, pour qu'elles aussi soient engagées dans la transition énergétique. Donc en fait, vous êtes un leader de quelque part de solutions, et une fois que ces solutions sont un peu en fait éprouvées dans vos structures, vous essayez de les propager. C'est ça, tout à fait. Donc en tant que fédérateur coordonnateur de la transition énergétique et écologique sur le territoire, il est de notre, on va dire, de notre devoir, de notre mission d'aller également aider les différents acteurs. Alors on parle de plus en plus de l'eau actuellement, c'est un sujet qui est dans les médias assez fortement porté en hauteur aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau et au niveau de la CINOR? Donc la CINOR a hérité de la compétence eau potable, assainissement depuis 2020. Et ce qui est mis en place et qui peut faire une très belle connexion avec les villes intelligentes, c'est tout d'abord le suivi de la qualité de l'eau, le suivi de la consommation de l'eau sur le territoire, donc de manière globale, à maille, des fois quartier, des fois commune, et une gestion intelligente des fuites sur le réseau pour optimiser toujours et encore la gestion de l'eau sur le territoire nord. Donc là, peut-être que les changements, c'est les remontées de temps réel, c'est ça? C'est-à-dire que vous instrumentalisez les canalisations et vous avez de l'information qui arrive temps réel pour le suivi de l'ensemble du réseau. C'est ça, tout à fait. Donc on s'appuie aussi beaucoup sur les compétences d'un délégataire qui nous rendent compte des différents dysfonctionnements qu'on peut y avoir et alimente ensuite des plans stratégiques pour moderniser par exemple certains réseaux du territoire. Alors, quelles autres compétences vous pouvez nous présenter sur lesquelles vous avez aussi des actions? Donc, compétences emblématiques, il s'agit de la collecte des déchets, avec par exemple une géolocalisation des dépôts sauvages qui se fait de plus en plus. Aujourd'hui, ce n'est pas diffusé à échelle citoyenne, mais encore au niveau de la gestion technique interne. Pareil pour l'optimisation de trajets de collecte en porte-à-porte pour avoir le meilleur circuit et améliorer le service de collecte des déchets.
Alors on entend souvent sur les radios locales des gens se plaindre de dépôts sauvages, etc. Effectivement, est-ce que finalement le citoyen fait partie de la solution? Est-ce qu'il est intégré dans la boucle aujourd'hui? Comment ça se passe? Ou est-ce que finalement ce sont des services de la CINOR qui travaillent un peu de manière aveugle en essayant peut-être avec les services de poubelle, etc., de localiser les lieux? Quel est le lien entre citoyen et ces services? Donc le lien avec le citoyen, il est encore à parfaire et à renforcer, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, certains citoyens peuvent nous remonter un certain nombre de données, et notamment sur, par exemple, les dépôts sauvages, ils peuvent discuter avec notre brigade de l'environnement qui est sur le terrain, qui est au contact des citoyens et qui recense un peu ces différents dépôts sauvages. Mais il est vrai qu'il faudrait établir des liens de plus en plus forts pour faire participer les citoyens à différentes problématiques et faire remonter un certain nombre de données pour les collectivités. Alors, j'ai vu qu'il y avait le thème de l'air, hein. Effectivement, on est de plus en plus sensible à la notion de pollution dans notre vie quotidienne. À La Réunion, on est un peu préservé, mais malgré tout, la pollution existe aussi, et je crois que vous avez des actions à ce niveau-là. Donc le PCAET comprend un plan d'action dédié à la qualité de l'air à l'échelle du territoire. Donc on travaille en étroite collaboration avec l'association Atmo Réunion, qui a cette responsabilité de réaliser des mesures et de nous faire parvenir différents rapports sur les polluants atmosphériques qui peuvent être liés à l'activité humaine, le transport ou les industries. Et on travaille avec eux pour justement installer différentes stations fixes et ou mobiles selon les besoins pour essayer d'avoir une image la plus représentative possible de la qualité de l'air sur le territoire. Alors, dernier sujet, apparemment qui fait partie des grands thèmes de vos compétences, donc la biodiversité. Quelles sont les actions précises que vous menez sur les aspects de biodiversité qui sont aussi extrêmement importants sur notre île? Donc via notre compétence GEMAPI et au sein de la direction développement durable, nous avons on va dire, un personnel dédié à la préservation de la biodiversité. Pour vous citer une action concrète, pardon, c'est la retenue des déchets en sortie d'eau pluviale avant qu'ils atteignent la mer. Donc là, on travaille pareil avec une association qui vient nous aider, nous donner main forte pour réduire la pollution marine. Autre projet, on travaille également avec un berger qui vient utiliser des cabris en termes d'éco-pâturage. Donc ils viennent nous aider à nettoyer les rivières de manière écologique. Et nous avons également des ruches pour la préservation des abeilles sur le territoire. Et en matière de ville intelligente, ville connectée, on s'appuie également et surtout sur des images satellites en termes de végétation pour justement avoir une vision la plus claire possible des zones à préserver sur le territoire. Alors, on voit ici effectivement que vous êtes bien dans l'air du temps, parce que effectivement les villes intelligentes c'est du high-tech, mais c'est aussi du low-tech, et on voit qu'il y a un bon mélange en fait entre des technologies satellitaires qui vont en fait engendrer des moyens techniques assez importants, et puis finalement des solutions pragmatiques qui vont être sur le territoire avec des ruches et des cabris, etc., qui vont pouvoir offrir des services et qui sont finalement des solutions qui vont très bien s'imbriquer dans la notion de ville intelligente qui a dépassé maintenant l'aspect juste high-tech, mais qui essaie finalement de trouver l'équilibre des solutions avantageuses pour en fait, il y ait une harmonie du territoire. Donc tout ça, effectivement, nécessite sans doute une organisation. Alors, j'aimerais comprendre comment la CINOR s'est organisée pour que finalement l'ensemble de ces services, de ces liens finalement de solutions intelligentes puissent s'intégrer. Parce qu'on a vu que la notion de ville intelligente, c'est pas des silos, c'est pas des notions qui sont gérées l'énergie d'un côté, la biodiversité de l'autre, la mobilité de l'autre, mais qu'en fait il faut faire du lien. Et comment s'organise la CINOR pour faire ce lien? Alors, au niveau de la transition énergétique et écologique, le premier lien établi, c'est avec nos communes membres. Donc là, on vient les accompagner justement à aller vers de nouvelles solutions dans leurs compétences à eux. On travaille également pas mal avec les autres intercos. Donc l'ADEME et l'ADEAL animent une instance qui s'appelle le réseau Collectivité Climat. Donc je rencontre l'ensemble de mes homologues
régions, départements et les 5 EPCI sur les thématiques du développement durable. On s'échange et on se partage des solutions et des bonnes pratiques. Et c'est vrai qu'en termes de lien, il y a encore à faire, notamment à renforcer ce lien avec les citoyens pour allier à la fois développement durable et ville intelligente. Renforcer également ce lien avec les communes membres parce que ce sont eux qui sont directement en contact le plus souvent avec les citoyens. Et bien sûr, s'appuyer sur le monde économique et associatif qui sont porteurs et apporteurs de solutions à la fois dans cette thématique développement durable et à la fois dans cette thématique ville intelligente où on peut faire matcher pas mal d'acteurs pour une cohérence. Oui, on a vu que dans les exemples que vous avez présentés juste auparavant qu'il y avait un certain nombre d'associations qui rentraient effectivement dans vos interlocuteurs, effectivement aussi des prestataires, donc des sociétés du privé, en fait que vous étiez très éclectique finalement dans la manière de procéder, que c'était finalement les acteurs du terrain qui étaient présents, que vous allez, sur lesquels vous allez vous appuyer. Ça paraît intéressant comme démarche, et puis finalement que vous arrivez à travailler en bonne intelligence avec les autres intercommunalités, puisque visiblement vous partagez les bonnes pratiques et que vous avez finalement peut-être des solutions qui vont pouvoir s'étendre sur le territoire avec une certaine cohérence. Comment vous travaillez la cohérence peut-être des solutions qui vont être mises en place à la CINOR et par exemple à OTCO ou à la CIVIS ou dans les autres intercommunalités? Donc là où il est intéressant, c'est que on est doté d'une direction développement durable qui a cette possibilité d'expérimenter de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles technologies, expérimenter de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire. Et c'est là que, en tant que généraliste, si je puis dire, on vient d'abord travailler avec nos collègues en interne. Nos collègues qui s'occupent des déchets, qui s'occupent de l'eau, qui s'occupent de la mobilité. Et on vient essayer de leur apporter une veille technique pour essayer d'améliorer, optimiser les pratiques actuelles déjà en interne. Donc une fois ce travail en interne réalisé, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ensuite on peut on va dire, le propager ou travailler avec les autres intercos pour essayer d'avoir les meilleures solutions possibles par itération et adaptées aux différentes caractéristiques des autres intercos par exemple. Alors, je suppose que tout ce travail, je ne sais pas s'il est porté juste par vos épaules, mais qui a peut-être une équipe. Derrière, est-ce que les moyens suivent? C'est-à-dire qu'on sent que ces missions sont de plus en plus importantes, en fait, les missions transversales de lien entre les différents secteurs d'activité, que c'est là-dessus qu'on construit quelque part la richesse de l'information qui va être croisée. Est-ce qu'il y a des limites que vous rencontrez aujourd'hui? Est-ce que finalement l'intercommunalité a pris conscience de l'importance d'investir dans ces potentiels-là? Alors au niveau du développement durable, donc c'est quelque chose qui est établi depuis maintenant un peu plus de 4 ans en interne. Donc l'ensemble des collègues et des élus sont sensibilisés suffisamment pour qu'on avance dans les bonnes directions en matière de développement durable. Et par contre, aujourd'hui, il est vrai que tout ce qui est nouvelles technologies ou encore ville intelligente, c'est des sujets encore nouveaux. Donc il y a encore une petite partie de sensibilisation à mener, toujours en interne, pour sensibiliser l'ensemble des collègues et ensuite propager cela à l'extérieur entre guillemets, des murs de la CINOR, parce qu'on a encore une méconnaissance globale du sujet, donc à tout niveau. Donc il y a peut-être une première grosse partie de sensibilisation à mener. Lié à ça, on a un manque de ressources en collectivité. Donc les métiers d'hier ne sont pas les métiers d'aujourd'hui et pas les métiers de demain. Donc il y a peut-être une partie de formation mise à niveau sur ces nouvelles technologies qui viendraient au service de nos compétences actuelles. Et on a bien sûr une autre limite qui est plus politique, qui est le calendrier électoral, où des fois les projets peuvent prendre 2-3 ans et dépassent un peu les priorités électorales de nos donneurs d'ordre et peuvent ralentir certains projets liés à la ville intelligente. D'accord, effectivement, certains projets nécessitent finalement des investissements qui ne vont pas être rentables dans le laps de la mandature, c'est ça? C'est ça. Et qui peuvent peut-être effectivement faire prendre des risques en termes d'investissement avec peu de retour.
Et en termes de compétences, ça nécessite de nouvelles compétences numériques, par exemple, ou en termes informatiques, ou de nouveaux métiers dans la CINOR. Tout à fait. Donc tout ce qui va être remonté, suivi d'informations ou même interconnexion des différentes informations que fournissent déjà nos partenaires privés ou même nos différentes collectivités. À un moment donné, il faudra par exemple agréger les données liées à la consommation ou la production d'énergie aux données liées à la mobilité. Donc aujourd'hui, cette direction développement durable, elle fait ce travail d'interconnecter les besoins et les usages en matière d'énergie, par exemple. Et il est vrai que ça nécessite une nouvelle compétence, de nouvelles manières de travailler et toute une déclinaison technique à parfaire. Oui, parce qu'on sent que un peu toutes les premières étapes ont l'air d'être bien posées finalement, et les dernières étapes qui sont le traitement des données et le fait de faire parler ces données de manière très rapide en fait, en temps réel, pour qu'elles puissent faire évoluer les décisions rapidement, c'est encore en balbutiant, quoi. C'est ça. Donc on a imbriqué les premières étapes parce qu'on fournit tous les ans un rapport développement durable. Et là, l'ensemble des collègues font remonter ce qu'ils ont fait de cette manière. Mais également, on a une partie un peu plus technique qui est le bilan carbone de la CINOR. C'est là où on va regarder l'ensemble des compétences et par rapport aux activités des compétences, faire remonter un certain nombre de données qu'on va agréger et on va dire transformer en une seule ou deux indicateurs communs qui est les émissions de gaz à effet de serre, donc les GES, ou par exemple la consommation d'énergie en kilowattheure. Et grâce à ces différentes remontées de données, on commence aujourd'hui à les agréger pour en sortir de nouvelles données, des données communes, et on espère pouvoir le faire encore sur d'autres indicateurs par la suite qui permettraient d'améliorer à la fois nos temps de réaction. Donc si on a la donnée plus vite, on peut réagir plus vite pour améliorer la qualité, le cadre de vie du territoire, et à la fois sur la partie technique pour aller de plus en plus vite, de plus en plus loin dans la remontée de données. Donc en fait, on voit bien que finalement les intercommunalités sont en train d'avoir un grand jeu de données à leur disposition qui est en train d'être construit. Ces jeux de données effectivement peuvent être traités à l'intérieur des intercommunalités pour en retirer de l'information stratégique. Elle peut être sans doute aussi mise en données ouvertes. Quelle est la stratégie vis-à-vis de ça? C'est-à-dire que si des startups de La Réunion voulaient s'appuyer sur des données qui sont finalement produites par des stratégies de la CINOR, est-ce qu'il y a une stratégie de publication des données extérieures? Alors depuis peu, les collectivités et notamment les intercos sont soumis à l'obligation d'avoir un portail open data pour faire remonter un certain nombre de données au grand public et au monde économique, notamment les startups. Aujourd'hui, on est encore sur cette partie juridique à valider avec ce qui est diffusable, ce qui n'est pas diffusable, ce qui est sensible, ce qui n'est pas sensible. Et c'est des choses qui vont arriver très bientôt au niveau des collectivités. D'accord, donc ça c'est effectivement une petite mine d'or sans doute pour un ensemble d'acteurs du numérique qui voudront peut-être proposer de nouveaux services sur notre territoire, et sur lequel effectivement je pense que vous êtes très attendus pour nous donner un ensemble d'informations qui vont être sans doute utilisées de manière très différente de celle que vous imaginez peut-être par des créatifs de notre île. Tout à fait. Bah, c'est un peu l'idée. On rencontre déjà aujourd'hui les startups qui sont incubées à la Technopole de La Réunion, et c'est vrai qu'ils nous demandent déjà des données en open data. Bon, souvent, ce n'est pas encore le cas, mais on essaie d'aider autant que soit peu le monde des startups, le monde économique, en leur fournissant des données bien triées, non sensibles, et permettant une avancée technologique de leur côté. Et à terme, ça deviendra, on va dire, une normalité de pouvoir publier les données de la collectivité. Alors, pour conclure, quels seraient les messages que vous aimeriez peut-être faire passer par rapport à votre mission, ou par rapport à la projection quelque part que vous voyez de votre métier et de ce que va amener l'intercommunalité au niveau des villes intelligentes? Donc, tout d'abord, le premier point, ce serait une forte volonté politique
pour aller vers les villes intelligentes, sans oublier, et on va dire ce serait en complément des compétences que mène actuellement l'intercommunalité et l'ensemble des acteurs du territoire. C'est pas indissociable. Donc au contraire, il faudrait une cohérence et peut-être une information, une formation de nos donneurs d'ordre sur ces sujets de ville intelligente. Le second plan, je pense, il va être sur les ressources humaines, donc créer de nouveaux métiers en collectivité. Et finalement, donc, sans le nerf de la guerre, qui sont les financements, on ne pourrait pas faire émerger des villes intelligentes, donc aussi des financeurs à convaincre pour accompagner les collectivités, les startups, le monde associatif, le monde économique vers de nouvelles expérimentations qui peuvent porter ses fruits. Alors, moi, je vis une expérience actuellement avec la CINA, où on a un projet effectivement Smart City Réunion, qui est un peu en émergence, où effectivement on essaie de créer des expérimentations, des sites d'expérimentation, avec principalement les formations de la Réunion, pour montrer effectivement que, pour essayer de comprendre si toutes nos formations permettent de construire des villes intelligentes et quelles sont les compétences dont on a besoin. Et la CINOR nous accompagne vraiment sur cet aspect-là, et on voit bien qu'elle est dans le vent, et qu'elle essaie d'accompagner les différents acteurs jusqu'aux étudiants et aux jeunes aujourd'hui. C'est avec plaisir qu'on le fait, et je pense vraiment qu'il y aura des suites à cette expérimentation pour cadrer et réajuster et alimenter à la fois notre stratégie et alimenter à la fois des choses qui sont déjà opérationnelles. Merci Jean-Laurent. Eh bien, nous terminons cette édition. Je vous propose de nous rejoindre très prochainement sur une nouvelle édition avec un nouvel acteur du territoire intelligent sur La Réunion. Merci Rémi.